Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va démarrer par notre focus avec l'essor des plateformes numériques. Évidemment, impossible de passer à côté des vulgarisateurs sur Internet. Impossible pour nous aussi, bien sûr, de ne pas vous présenter celui qui pourrait bien être le plus grand vulgarisateur d'histoire sur le web. Et en plus, il est français, il s'appelle Nota Bene et c'est notre portrait du jour. Et puis, elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la nomination d'une Française à un poste clé chez OpenAI. Cocorico, on en parle avec vous dans un instant. Et puis nos sujets du jour aujourd'hui. D'abord, en première partie d'émission, peut-on encore vraiment faire confiance aux livres qui sont vendus sur Amazon? Avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle générative, on en parle régulièrement sur ce plateau. Une nouvelle vague de contenu inquiète les spécialistes. Des livres sur des sujets importants comme des troubles psychiatriques, notamment sur le TDAH, sont vendus sur Amazon et seraient entièrement rédigés avec de l'intelligence artificielle. Deuxième partie, deux intelligences artificielles, une même question et deux réponses parfois totalement différentes. C'est le pari un peu fou de la plateforme Comparia, lancée par le ministère de la Culture. Un outil, vous allez le voir, pour tester les IA, pour révéler leurs biais et puis pour nous aider aussi à mieux comprendre comment elles fonctionnent. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord donc, il a passé récemment le cap des 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. 7 ans après avoir publié sa première vidéo, Nota Bene, de son vrai nom Benjamin Briot, est le vulgarisateur à connaître sur les thématiques d'histoire et de mythologie. Chacune de ses vidéos est un vrai succès et c'est notre portrait du jour qui vous est raconté aujourd'hui par Jean Martineau. Mes chers camarades, bien le bonjour. Il s'appelle Benjamin Briot et si son nom ne vous dit rien, c'est peut-être que vous le connaissez sous le pseudonyme de Nota Bene. Benjamin se lance sur YouTube en 2014 et on peut dire que sa réussite sonnait comme une évidence. Passionné d'histoire et d'audiovisuel, il allie ses deux passions pour produire du contenu qualitatif et divertissant. Avec la guerre qui vient, il faut aussi arriver à unifier les Français de toute tendance religieuse ou politique, de gauche comme de droite. Un mouvement est donc créé pour faire cause commune. Les leaders politiques, les chefs religieux et les responsables de syndicats se mettent d'accord pour siffler la fin de la récréation. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'union sacrée. Et ce mot n'a pas été choisi pour rien. Le devoir national essaye de se placer au-dessus de tous les autres et ça marche. Beaucoup de croyants qui se sentaient marginalisés vont tout faire pour prouver qu'ils méritent d'être français autant que les autres. Malgré le fait qu'il ne soit pas historien, Nota Bene est muni de grandes connaissances. Des connaissances qu'il allie à un travail acharné et l'explosion des chaînes éducatives durant la même période, l'Essonien ne tarde pas à franchir le gros cap des 100 000 abonnés sur la plateforme. Malgré cette ascension, Nota Bene garde les mêmes objectifs et convictions. Il veut réunir des publics différents autour d'une même passion, attirer les gens avec des figures qu'ils pensent connaître et aller à l'encontre des idées reçues. Aujourd'hui, à plus de 2 millions d'abonnés, Benjamin reste humble sur son travail et se décrit simplement comme un complément d'études. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué pour moi d'avoir un discours sur l'éducation et à l'histoire dans le milieu scolaire, parce que moi, j'y suis plus maintenant. Je suis un peu extérieur, même si j'ai des enfants et que je vois un petit peu comment ils apprennent l'histoire à l'école. Mais ce qui est sûr, c'est que mon boulot à moi, c'est pas d'être prof. Je suis pas là pour les remplacer, mais il y a une démarche qui est complètement complémentaire. Et donc, j'ai beaucoup de professeurs qui me disent, c'est vrai qu'on a utilisé ces vidéos qui parfois sont un peu fun, un peu plus distrayantes. Il y a une forme qui attire un petit peu plus les jeunes, en amorce ou en continuité finalement d'un discours qu'on peut délivrer à l'école. On leur dit allez regarder la vidéo de Nota Bene et puis on va la débriefer ensemble en cours, ou justement à la fin on n'a pas pu tout voir, allez voir les vidéos de Nota Bene et vous en saurez un petit peu plus. Donc moi je suis très fier aujourd'hui qu'il y ait cette continuité et surtout cette complémentarité avec les professeurs. Aujourd'hui vulgarisateur historique le plus connu du YouTube français, Nota Bene ne se repose pas sur ses acquis. Sa chaîne YouTube est plus qu'active avec une cadence de 2 à 3 vidéos par semaine sur des thèmes assez variés. Lorsque les humains développent l'agriculture, notamment dans le croissant fertile au Moyen-Orient, le stockage des grains devient un problème essentiel. Comment les protéger contre les rongeurs? C'est là qu'entre en scène le chat sauvage d'Afrique, aussi appelé chat ganté. Moins farouche que ses cousins européens, c'est sans doute de lui que descendent nos matous. Et c'est lui que les premiers paysans ont laissé peu à peu pénétrer leur espace domestique pour protéger le fruit de leur récolte contre les souris.
Durant les fouilles d'un village agricole néolithique retrouvé à Chypre, une équipe du CNRS a ainsi découvert au début des années 2000 divers restes de renards, de chiens, de chats datant du 8e millénaire avant notre ère, prouvant bien que les félins étaient déjà utilisés comme compagnons, mais aussi comme nourriture et comme source de fourrure, comme le chien d'ailleurs. Celui qui avait commencé YouTube en étant au chômage a su gravir les échelons et est aujourd'hui reconnu pour la qualité de son travail. Salut. Et voilà pour ce portrait. Et on va passer maintenant à notre première partie du talk avec notre premier sujet. Des livres sur des sujets justement importants comme ceux liés à la santé entièrement rédigés grâce à l'intelligence artificielle générative et en vente au grand public, disponibles sur Amazon. Ces ouvrages souvent mal référencés, peu vérifiés aussi, peuvent véhiculer des informations inexactes, voire dangereuses. Amazon serait-il alors devenu le véritable Far West de la désinformation? Et surtout, quelles sont les responsabilités éthiques d'une plateforme comme Amazon liée à l'intelligence artificielle? On en parle tout de suite avec Lisa dans notre première partie du talk. Lisa, on en parle avec vous justement, première partie du talk, sur cette explosion de livres générés par intelligence artificielle sur Amazon. C'est une vraie tendance? C'est un phénomène de mode? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, de manière générale, quand on ne se concentre pas uniquement sur les TDAH, puisque c'était initialement le sujet tout à fait. Aujourd'hui, de manière générale, effectivement, on a vu une explosion des e-books générés par IA au cours des dernières années. Pour vous donner quelques chiffres, en 2024, on a eu 42% de ventes d'e-books sur Amazon qui provenaient de titres auto-édités, donc sur leur plateforme Amazon Kindle Direct Publishing. Et donc, en comparaison de l'année précédente, on en avait 30 à 34%. Donc, c'est quand même une évolution de quasi 10%. Et elle est en partie, justement, attribuée à l'utilisation d'outils d'IA qui facilitent donc la création de ce type de contenu. Et comme je le disais, donc, en parlant d'Amazon Kindle Direct Publishing, justement, c'est un petit peu ce qui facilite par rapport à d'autres plateformes le fait qu'on puisse y proposer des livres créés par IA, c'est que c'est une plateforme sur laquelle on s'auto-édite. Donc on n'a pas besoin d'avoir différents accords de validation. Voilà, il n'y a pas de vérification stricte. Donc effectivement, on a eu une recrudescence de produits générés par IA. Qu'est-ce qui rend ce sujet particulièrement préoccupant aujourd'hui? Est-ce que c'est l'ampleur du phénomène? Est-ce que c'est justement ce manque de contrôle et de vérification dont vous parliez? Les sujets traités aussi, typiquement le TDAH aujourd'hui? Alors justement, effectivement, c'est particulièrement préoccupant quand ça touche à des sujets aussi sensibles, puisque dans ce type d'ouvrages qui sont proposés, on peut retrouver des conseils qui sont erronés, non fondés, qui peuvent nuire éventuellement aux lecteurs. Dans certains ouvrages qui ont été décryptés donc par des professionnels de santé, on retrouve des régimes, des programmes sportifs et autres conseils qui en fait n'ont pas forcément d'impact sur ce type de troubles. Certains livres vont même jusqu'à avancer que par exemple en étant porteur d'un TDAH, on peut se retrouver dans une situation où vos proches vous abandonnent, où on est susceptible de mourir 4 fois plus tôt qu'une personne en bonne santé, ce qui n'est pas avéré et ce qui en plus en s'adressant à des personnes qui visiblement viennent chercher des réponses puisqu'ils cherchent des livres sur le sujet, sont plutôt sensibles, de les exposer à des contenus qui ne sont pas avérés, forcément c'est dangereux. Et puis après sur la partie création, bien évidemment sur des sujets moins importants, sur des romans et autres, là ça a une autre forme de danger, c'est que ça menace forcément la création des personnes qui décident d'écrire uniquement par elles-mêmes. Évidemment. Les IA génératives sont-elles réellement aussi capables de produire du contenu fiable sur des sujets aussi sensibles? C'est tout le sujet. C'est tout le sujet et je crois qu'on le répète assez ici que les IA sont encore victimes d'hallucinations, donc c'est extrêmement difficile de pouvoir faire confiance à 100% à une IA si on n'a pas de vérification derrière. Encore une fois, si c'est sur des sujets sensibles, d'autant plus par des professionnels de santé. Il faut savoir que les IA aujourd'hui, elles ont une absence de compréhension du contexte, donc il n'y a pas forcément de nuances qui sont apportées dans les textes créés sur des sujets notamment médicaux. Et puis aussi, on a des problèmes en termes d'éthique, comme on le soulevait juste avant. Le fait de diffuser tout un tas de conseils sans vérification, forcément, c'est problématique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un risque aussi d'une certaine banalisation quelque part de la désinformation lorsqu'elle prend la forme rassurante, c'est vrai, d'un livre qui est plutôt bien présenté, qui est en plus vendu sur une plateforme connue comme Amazon? Bien évidemment, d'autant qu'aujourd'hui, on n'a encore aucune obligation stricte d'avoir mention du fait qu'un
ouvrage a été créé grâce à l'IA. Amazon a mis en place dans sa charte éthique une demande pour les créateurs de ce type de contenu de mentionner effectivement qu'ils le font par IA, mais encore une fois, là, c'est au bon vouloir de la personne. Donc, bien sûr. Voilà. Et puis surtout, le problème avec ce genre de produit, c'est qu'on a une diffusion quand même assez rapide. Il y a de plus en plus de contenu de ce type-là, et ça, forcément, ça pose question sur justement la banalisation de la désinformation. Mais ça, de toute manière, avec l'IA, ça se vérifie à d'autres échelles. Hein. C'est pas qu'uniquement au niveau des livres. On a tous les sites d'information qui sont générés par IA, toutes les vidéos qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses-là, ça tient quand même de l'éducation au numérique et d'inciter le citoyen à justement prendre conscience que les contenus auxquels ils peuvent être exposés aujourd'hui sont peut-être le fruit de l'IA, et donc s'interroger sur ce que l'on consomme. On ne le répétera jamais assez. Effectivement. Est-ce qu'on peut malgré tout espérer que l'IA sache s'auto-censurer, ou en tout cas auto-détecter qu'elle n'est pas compétente pour parler d'un sujet, typiquement le TDAH? Et malheureusement, toujours pas. Toujours pas, parce qu'effectivement, encore une fois, il y a une absence de conscience de la part des IA qui n'ont pas conscience du contexte, qui n'ont pas de compréhension de leurs propres limites. Donc leur demander de s'auto-censurer, c'est tout bonnement impossible. Et au-delà de ça, surtout, elles dépendent de leurs données d'entraînement. Et donc, leur demander de s'auto-censurer, ça veut dire supprimer une partie de leurs connaissances. Et aujourd'hui, ça, c'est pas du tout possible. Amazon peut-il vraiment aussi se dédouaner quelque part en disant qu'il n'est qu'un distributeur et pas un éditeur? Alors les spécialistes, notamment au sujet des TDAH, se sont largement prononcés sur le sujet et sur le fait que Amazon devrait avoir une responsabilité morale et éthique, pas tant d'ailleurs sur les contenus des ouvrages vendus, mais plutôt sur la facilitation en fait des dérives qu'il y a autour justement du fait de pouvoir auto-éditer ses ouvrages et d'accepter des ouvrages avec de l'IA sur sa plateforme. Après, on peut imaginer qu'avec la pression réglementaire, avec des réglementations notamment comme le Digital Services Act, les plateformes pourront à l'avenir être de plus en plus tenues responsables pour les contenus qu'elles hébergent. Mais pour l'instant, malheureusement, on en est encore au début, donc on tâtonne encore un petit peu sur tout ça, même si effectivement il y a de plus en plus de réglementations qui sont en train de se mettre en place. Malgré tout, qu'on soit bien clair avec nos téléspectateurs, il n'y a pas d'outils ou de labels qui permettent soit de détecter, soit d'encadrer la publication de livres par intelligence artificielle? Alors des outils, il y en a pour vérifier effectivement qu'un livre a été généré par intelligence artificielle, et c'est ce qui a permis d'ailleurs de mettre en lumière le fait que énormément de livres sur les TDAH effectivement étaient issus de l'IA, mais on n'a pas, enfin ça demande en fait que l'utilisateur par lui-même prenne la décision de passer le texte à la moulinette. Donc ça, c'est encore assez problématique. Et en ce qui concerne les labels, on n'a pas encore de label officiel à proprement parler. Néanmoins, on a quand même des initiatives de l'ordre du privé. Par exemple, aux États-Unis, on a l'Author Guild qui a développé un label de création humaine. En France également, on a notamment l'éditeur Librinova qui a développé aussi un label du type. Mais ça reste encore des initiatives privées. Après, on peut imaginer qu'avec la loi européenne sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, qui entrera pleinement en vigueur d'ici l'année prochaine, donc en mai 2026, on aura peut-être un petit peu plus d'encadrement à ce niveau-là. Bon, de toute façon, on va continuer à suivre ça, on le dit à chaque fois avec vous, bien sûr, au cours des prochains mois et des prochaines années, on l'espère. En tout cas, Lisa, évidemment, d'abord, on va passer bien sûr à la deuxième partie du talk, mais d'abord, on fait évidemment un petit tour du côté de la planète tech. Planète Tech, meilleure d'Internet en images et en vidéo, ça s'appelle le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de Lisa de Bernardon. On va écouter la chronique tout de suite puisqu'elle a toujours une idée derrière la tech. Aujourd'hui, Lisa, vous revenez sur, c'est vrai et c'est important Cocorico, une petite fierté française, puisqu'il y a quelques jours, désormais, nous avons appris que Fidji Simo, personnalité bien connue, c'est vrai, du monde de la tech, a pris les rênes de la division des applications chez OpenAI. Et effectivement, hein, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cette Française, fille d'un pêcheur originaire de Sète, dans le sud de la France, vient à 39 ans tout juste de confirmer, si elle en avait besoin, hein, qu'elle est l'un des piliers de la tech française en accédant à ce poste de CEO chargé du développement stratégique des applications chez OpenAI, un poste qui lui confère donc une place de choix auprès du PDG d'OpenAI, Sam Altman, qui sera donc son interlocuteur direct une fois ses fonctions prises, ce qui semble d'ailleurs ravir le principal intéressé puisque c'est lui-même qui a annoncé la nouvelle dans un post particulièrement chaleureux sur X. Impressionnant, effectivement. Alors pour comprendre cette décision, pourriez-vous nous éclairer rapidement sur son parcours à Fidji Simo? Mais avec grand plaisir, je vais vous dérouler très rapidement son CV. Enfance à 7, donc ça, mais vous le savez déjà. Puis des études à HEC Paris. Une fois son diplôme en poche, elle se tourne vers les États-Unis et plus particulièrement vers la Silicon Valley où elle débute chez eBay. Très rapidement, en 2011, elle rejoint Facebook où elle jouera un rôle clé dans le développement de Facebook Live et de la stratégie vidéo. Et forte de ce succès, en 2019, elle devient responsable de l'application Facebook. Puis 10 années plus tard, après de bons et loyaux services auprès de Facebook, elle quitte l'entreprise et prend la tête d'Instacart, une plateforme de livraison de courses qu'elle mène au succès jusqu'à son introduction en bourse en 2023. Un poste qu'elle occupe toujours officiellement à cette heure-ci dans l'attente qu'un remplaçant lui soit trouvé. Une fois la chose faite, la boucle sera bouclée et elle pourra prendre donc son nouveau poste chez OpenAI. Exceptionnel parcours, CV très rempli, bien rempli, oui. à seulement 40 ans. Quel sera son rôle exactement, Lisa? Alors pour faire simple, Fidji Simo supervisera le développement et la stratégie des produits grand public d'OpenAI et notamment de ChatGPT. Comme c'est une création de poste, tous les éléments ne sont pas encore connus, mais son objectif
objectif est de faire de ChatGPT un outil incontournable, à la fois pour les particuliers, mais également pour les entreprises. Elle sera chargée notamment de la diffusion sur des plateformes tierces et développera certainement de nouveaux outils d'IA et de nouvelles fonctionnalités, avec une attention particulière portée à l'expérience utilisateur. Son expertise en matière de produits grand public devrait être un atout majeur pour l'entreprise. Bien sûr, Fujissimo, donc presque numéro 2 en quelque sorte d'OpenAI en France, qui vient d'ailleurs renforcer le vivier des nombreux Français qui cartonnent à l'international et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle où l'on retrouve des personnalités comme Yann Lequin chez Meta, Arthur Mensch chez Mistral AI ou encore bien sûr l'un des pionniers, fondateur de Siri, Luc Julia. Tout à fait. Allez, on continue. Merci beaucoup Lisa pour cette chronique. Deuxième partie du talk tout de suite. Deuxième partie du talk tout de suite avec toujours l'intelligence artificielle au cœur de notre deuxième sujet d'émission. Elles écrivent, elles traduisent, elles conseillent, mais les intelligences artificielles, elles ne pensent pas tout pareil. Compare AI permettent de les confronter justement à l'aveugle pour voir justement leurs forces, leurs failles, mais aussi nos propres préférences culturelles. Un projet à la fois technologique et citoyen qu'on va découvrir tout de suite avec vous, Lisa. Compare AI, c'est un projet qui a été lancé par le ministère de la Culture, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, du coup, c'est une plateforme publique qui a été lancée en mars 2024 par le ministère de la Culture, comme vous l'avez dit, en collaboration avec l'Agence nationale de la recherche et l'INRIA. Elle met donc en dialogue deux modèles d'intelligence artificielle sur un même sujet, sur une même question qui est posée par l'utilisateur, dans une logique, si vous voulez, un petit peu de duel argumentatif. Et donc, les deux réponses des IA sont ensuite soumises au vote de l'internaute qui juge de la clarté de la réponse, de sa pertinence, de son originalité, et le tout sans savoir quel modèle a répondu à sa question sur les deux. Et donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir un petit peu voir comment fonctionne chacun, comment en fonction des données sur lesquelles l'IA a été entraînée, on a tel ou tel type de réponse. Ces modèles qui sont utilisés, est-ce qu'on sait malgré tout lesquels sont inclus dans la plateforme, même si on ne sait pas forcément celui qui sort telle et telle réponse ? Alors, on ne sait pas. Alors, c'est un choix. C'est-à-dire que soit on décide effectivement d'avoir une question bien précise à laquelle on veut répondre et de pouvoir confronter les points de vue de deux plateformes. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire le choix d'avoir tel ou tel IA. Ah, d'accord. Voilà. Mais sinon, le principe initial de la plateforme, effectivement, c'est d'avoir quelque chose qui se fait à l'aveugle. Et une fois seulement que la réponse a été donnée et que vous avez jugé de la pertinence de chacune des réponses, là, on vous révélera quelle IA a été utilisée. Très clair. Donc l'objectif, c'est quoi principal ? C'est de juger des performances techniques des IA ou plutôt de sensibiliser peut-être le public à leurs limites ? Alors l'idée, c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire que bien sûr on va sensibiliser le public, lui permettre de prendre du recul, de se rendre compte que les réponses d'une IA ne sont pas du pain béni entre guillemets et qu'il faut toujours réfléchir à ce qu'on a comme réponse. Et de l'autre, c'est aussi une manière de pouvoir créer en fait une nouvelle base de données, notamment de données avec une forte présence francophone dedans, puisque en général les IA sont plutôt entraînées en fait, si vous voulez, sur des données américaines, puisque les grands leaders du secteur, comme par exemple ChatGPT, c'est aux États-Unis. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des données un petit peu plus, de faire une base de données un peu plus francophone qui pourra servir éventuellement à l'entraînement de futures IA. Est-ce qu'on peut parler vraiment de personnalités différentes d'un chatbot d'IA générative à un autre ? Alors, non, on ne peut pas parler de personnalité, parce que comme on en a parlé là dans la première partie de l'émission, les IA n'ont pas conscience du contexte, elles n'ont pas de personnalité à proprement parler. En revanche, leurs réponses, encore une fois, dépendent de leurs données d'entraînement, des réglages et des instructions du système. Et donc, on peut avoir, en fonction des modèles, des tons qui sont un petit peu différents, c'est-à-dire peut-être d'un côté plus synthétique, d'autres qui vont avoir un aspect plus narratif, et donc ça peut donner l'illusion d'une personnalité. Il faut aussi savoir que la diversité apparente tient également à la langue source des données. Donc encore une fois, si une IA s'entraîne sur de l'anglais et vous répond en français, bien évidemment la traduction aura une voix un petit peu différente, si vous voulez, de ce qu'elle aurait eu en répondant dans sa langue native. Et donc toutes ces nuances
qui seront perceptibles par le grand public ne doivent pas pour autant les pousser vers un anthropomorphisme et penser qu'effectivement il y a une personnalité derrière l'IA. Bien sûr. Alors moi il y a quelque chose qui m'a quand même surprise quand j'ai appris la naissance, l'existence de Comparia, c'est que c'est justement poussé par le ministère de la Culture et pas forcément par le ministère de la Recherche ou de l'Éducation. Pourquoi ce choix ? Notamment parce que la donnée culturelle, en fait, est l'une des plus sensibles justement aux différentes bases de données sur lesquelles les IA ont été entraînées. D'accord. C'est-à-dire que si vous vous adressez à ChatGPT, donc qui est encore une fois un produit américain, et que vous lui demandez le top 10 des meilleurs films, il aura tendance à vous sortir un petit peu plus de films américains. Si vous vous adressez à Le Chat de Mistral AI, qui est donc une société française, là on aura des réponses un petit peu différentes. Donc ça fait partie des données les plus sensibles à ce niveau-là. Au-delà de ça aussi, on a des enjeux d'accès à l'information, donc voilà, le pluralisme, et donc forcément, si on prend le ministère de la Culture, c'est la culture française, donc on injectera forcément plus. Parce que ces intelligences artificielles, aujourd'hui, elles sont capables de comprendre la culture française ? Alors, encore une fois, non. On n'a pas cette notion, effectivement, de comprendre. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que... j'ai oublié votre question. J'allais vous dire, le manque de... Est-ce que ces intelligences artificielles sont capables de comprendre la culture française ? Est-ce que ça ne pose pas un problème justement pour ces intelligences artificielles qui sont américaines et qui sont malgré tout utilisées par des personnalités françaises en France ? Si, forcément. Et c'est tout l'intérêt justement de s'entraîner sur des IA, sur des bases de données qui, justement, ne sont pas issus que de la culture américaine. C'est ça. Bon, on a encore un peu de travail, justement, pour alimenter ces intelligences artificielles avec des données notamment françaises. Les IA aussi, elles sont censées être objectives. Le fait est qu'on se rend compte avec Comparia qu'elles peuvent dire des choses très différentes, des réponses très différentes. Vous nous l'avez dit parfois à une même question. Est-ce que ça, c'est inquiétant ? Ça peut être jugé comme inquiétant. En revanche, est-ce que ça l'est plus maintenant qu'on a la possibilité de comparer les IA ? Je ne suis pas certaine. C'est-à-dire qu'on a toujours eu conscience qu'effectivement, les IA, on avait toujours besoin de revérifier leurs informations et que, si vous voulez, entre guillemets, l'objectivité d'une IA, c'est une construction. C'est-à-dire que même sur des faits, il peut y avoir des variations et des niveaux de détail, d'angle, de vocabulaire. Ça demande effectivement, encore une fois, d'avoir du côté de l'humain une vérification, une appréciation propre. Et surtout, ça révèle que, encore une fois, les IA, ce sont des systèmes statistiques et pas des machines à vérité. La plateforme affiche aussi la consommation électrique de chacun des modèles testés. C'est une manière de responsabiliser, j'imagine, l'usage de l'intelligence artificielle ? Bien sûr, ça rappelle effectivement le coût environnemental à la fois des IA, mais aussi du numérique de manière plus générale. C'est souvent invisibilisé, c'est tous ces coûts liés au data center et à l'entraînement des modèles. Et effectivement, d'avoir les données, même si ce sont des estimations, elles sont basées sur la puissance de calcul, sur la durée de réponse de chacune des IA, etc. Même si ça reste des estimations, d'avoir des chiffres, effectivement, c'est un petit peu, c'est une manière de marquer l'esprit. Ça continue en tout cas à comparer les intelligences artificielles pour aider les jeunes et les moins jeunes à comprendre comment fonctionnent les intelligences artificielles. Quelque part, on va derrière l'écran. Merci beaucoup, Lisa, en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et nous, comme tous les jours, on se retrouve à 12h30 dès demain, toujours sur School TV. Passez une bonne journée.